Donc, bonsoir et bienvenue à l'Apérophone, cette série de formations proposée par la LPO dans le cadre de Faune France. Faune France est, comme vous le savez, un portail internet de sciences participatives qui est lié à l'appli Naturaliste et qui permet de partager ses observations, d'explorer près de 150 millions de données et de contribuer utilement à la connaissance et la protection de la biodiversité. La LPO propose des apérophones tous les premiers lundis du mois à 18 heures sous forme de webinaire. Et les thématiques sont variées et concernent les aspects pratiques de l'utilisation des outils de saisie ou des sujets naturalistes. Ces sessions sont donc enregistrées et consultables sur la chaîne YouTube de la LPO. Et aujourd'hui, on va découvrir à quoi vos données peuvent saisir localement avec Mathieu Robert, à qui je laisse la parole maintenant. Merci Eike. Bonjour à tous. Comme on vous l'a dit aujourd'hui, l'apéro, ça va être un zoom sur la Bourgogne-Franche-Comté avec des exemples locaux, mais plus globalement, c'est pour savoir un peu à quoi servent vos données, sachant que si vous êtes dans d'autres régions, d'autres départements, les données sont souvent utilisées un petit peu de la même manière. Et donc moi, je suis l'animateur de la base de données Faune BFC, et donc je travaille à la LPO. Du coup, dans un premier temps, on va voir quelques statistiques pour voir un petit peu d'où on part, avec notamment sur la base, localement, on a près de 12 millions de données enregistrées, avec là, on voit un petit graphique du coup de l'évolution de ces données qui sont en quasi constante augmentation, tout groupe taxonomique confondu. Euh, et puis avec majoritairement voilà, des oiseaux qui sont le taxon de départ. Donc c'est pour ça que beaucoup d'exemples que je donnerai aujourd'hui sont des oiseaux, puisque même localement, on travaille majoritairement sur ce groupe-là. Voilà, on voit l'évolution qui peut être un petit peu différente en fonction des groupes, hein. Je vous ai mis des exemples avec les oiseaux, les mammifères, les reptiles, puis les amphibiens. Donc, on voit l'évolution année par année. Et donc ça, toutes ces statistiques, je pense que vous commencez à avoir l'habitude, mais vous pouvez les retrouver sur les sites miroirs que vous utilisez ou sur Faune France directement. Du coup, archiver beaucoup de données, c'est bien, mais à quoi ça peut bien servir et pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est tout simplement pour favoriser la connaissance et la protection de la biodiversité. Et donc ça, je pense que je vais vous renvoyer plutôt visionner le premier apérophone sur la vie des données. Comme le disait Heike, vous avez donc tout ça disponible sur YouTube pour là, une durée de 20 minutes. Et puis, tout simplement, vous le voyez au quotidien en utilisant les outils. On a plusieurs modes de saisie qui existent. Tous n'apportent pas les mêmes informations. Donc, on va avoir simplement les données en fonction de la précision qu'on va avoir, et notamment si on utilise des listes ou pas, voire des protocoles. Derrière, ce qu'on peut faire de ces données va être différente. Et donc, on va pouvoir aller dans des analyses plus ou moins complexes, donc avec voilà, des analyses spatiales très larges, plus fines, voire après, voilà, pour tout ce qui est détail, enfin, les listes détaillées ou les listes simplifiées, les époques pour tout ce qui va être protocolé. Il y a déjà eu des apérophones là-dessus, donc je ne vais pas m'étaler. Je vous renvoie pareil voir ces apérophones, donc le 5, le 11 et le 14, pour en savoir un petit peu plus. Et du coup, on voit aussi, pour revenir aux statistiques régionales, qu'effectivement, on a une augmentation croissante de l'utilisation des listes, avec notamment le ratio entre ce qui est un petit peu vert clair et puis vert un peu plus foncé ou jaune et vert, ça dépend comment on le voit, les listes complètes qui prennent une part de plus en plus importante dans la manière de contribuer. Et donc ça, c'est plutôt quelque chose de très positif, puisque on voit aujourd'hui, là, voilà, 2025 n'est pas terminé, hein, on va encore en faire quelques-unes, mais du coup, les listes complètes, c'est le mode de saisie qui permettait de recueillir le plus d'informations et donc une exploitation encore plus large de vos données derrière. Du coup, on va regarder à quoi peut servir, enfin, à quoi peuvent servir vos données, donc c'est-à-dire à l'amélioration dans un premier temps, amélioration de la connaissance, et évidemment, tant qu'on améliore la connaissance, autant la diffuser plus largement. Et donc pour ça, la première chose qu'on va faire de vos données, c'est déjà d'avoir
une surveillance sur l'arrivée de certaines espèces. Et donc là, je vous ai mis une petite vidéo en accéléré là, de l'apparition de la grande aigrette en région. Donc grâce simplement à vos données, on voit comme ça hiver par hiver. Donc là, c'est la grande aigrette en hivernage. On voit qu'elle colonise chaque année un peu plus la région. Donc, on voit aussi des disparités, notamment dans le département le plus au sud, en Saône-et-Loire, puisqu'au départ, on n'avait pas de base avant 2017. C'est pour ça elle n'apparaît pas. Mais ça, donc vous avez des petites cartes comme ça interactives que vous retrouvez aussi sur Faune France, notamment sur voilà, les quelques espèces que je vous ai mis ici, Cysticole des joncs, les lagnons blancs, mais aussi voilà, que ce soit d'autres espèces, pas que les oiseaux, mais voilà, comme la tarente de Mauritanie, le frelon asiatique, où on va pouvoir voir la colonisation petit à petit. Je vous ai remis un autre exemple ici, par exemple, avec une libellule, le Trétémis pourpré, qui, bah, pareil, est une espèce qui, pour nous, a fait son apparition dans la région cette année seulement, mais qu'on avait pu surveiller grâce aux données qui venaient d'ailleurs en France. En fait, ça permet de voir ces expansions. Et puis, on pourra avoir le même travail pour tout ce qui est extinction d'espèces, où on va voir justement les données qui diminuent, ou en tout cas les données qui apparaissent de plus en plus avec les petits ronds bleus, qui sont des données nulles malgré des recherches. La deuxième chose qu'on va faire, c'est ce que je vous disais, c'est diffuser la connaissance, donc bah, aussi bien par des petites vidéos comme au-dessus en accéléré qui sont disponibles aux observateurs, mais aussi via des publications. Donc que ce soit des atlas comme l'Atlas national des oiseaux de France, les atlas locaux, des listes rouges, de simples listes d'espèces aussi, hein, pour se rendre compte un petit peu des listes qui peuvent, enfin des espèces qu'on a en région. La dernière nous en date avec d'autres structures qui ont utilisé aussi les données sur les papillons de nuit. Bah, c'est la liste des papillons de nuit de Franche-Comté qui est sortie l'année dernière, ou il y a 2 ans peut-être déjà. Euh, et puis après, toutes ces listes rouges. Et localement, on a deux autres outils qui sont utilisés. Donc celui que je mis un petit peu derrière, le Faune BFC Info, donc qui va être un petit bulletin semestriel qu'on va pouvoir sortir à destination des observateurs pour faire une petite liste des observations marquantes du semestre, mettre en avant le travail et le bénévolat de chacun, avec des petits articles, des petites aides à l'identification, des petits tutos, des choses comme ça. Et puis, hop, je vous ai mis en bas à gauche donc ce qu'on appelle la grande rétrospective, qui permet justement de faire le lien. Donc là, c'est un outil pour notamment aller remercier les observateurs, puisque bah, sans observateurs, on ne pourrait pas accumuler autant de données. Donc voilà, à chaque fois, ça se présente sous des formes de petits carrés. C'est un petit PDF qu'on met à disposition et qui est utilisable en format adaptable aux réseaux sociaux pour valoriser ce travail-là. Donc simplement en remerciant déjà les observateurs, en faisant un petit bilan sur les statistiques comme je vous ai fait avant, voilà, sur les taxons les plus observés, quelles sont les espèces les plus observées dans ces groupes taxonomiques. Derrière, on va essayer de mettre en avant des observations les plus remarquables de l'année. On va aussi mettre en avant une mauvaise et toujours mettre en parallèle une bonne nouvelle aussi. Voilà, mais montrer qu'effectivement, il y a pas que du bon sur ce qui se passe pour les espèces. Et puis après, bah, ce qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui, ça va être, et puis souvent ce qui vous intéresse le plus, ça va être les actions qui vont être menées derrière grâce à tout ça. Et donc là, je vous ai mis quelques exemples d'actions. Donc, bah, dernièrement, on a pu mettre en place un APPB, donc un arrêté de protection de biotope sur des îles et des grèves de la Loire, qui a permis comme ça de mettre en protection tous différents secteurs de reproduction de ces espèces. Et ce travail, en fait, n'aurait pas pu aboutir sans les contributions et les observations qu'on avait sur ces îlots. On peut avoir par exemple aussi du travail là, sur du bâtiment en pleine rénovation, en cours de période de reproduction, et où on aurait pu avoir un sacré drame pour plusieurs espèces. Et là, le fait d'avoir eu des données sur le bâtiment a permis notamment de les prendre en compte et d'installer des mesures compensatoires derrière pour que les espèces puissent continuer à nicher.
Pareil là pour des carriers, ce qui a permis de les alerter et puis qu'ils les prennent en compte en fait dans leur projet d'extension de carrière, et d'éviter d'aller détruire les habitats de cette vipère. Et puis après, ce qu'on voit peut-être un peu plus facilement, ça va être un petit peu aussi notamment grâce aux données de mortalité. Des exemples là sur les amphibiens, en fait, d'identifier les secteurs à forte, enfin très accidentogènes, avec une forte mortalité, dans lesquels on peut aller mettre en place des dispositifs de sauvetage routier. Et donc là, voilà, on en a 9 sur la région, actuellement pilotés par la LPO, grâce notamment aux données qui avaient été transmises. Et puis peut-être quelque chose qu'on va oublier, c'est tout ce qui est réglementation. Donc là, les données par exemple de Castor et de Loutre, ça nous permet en fait de savoir qu'il y a plus de 1130, enfin en gros 1135 communes sur lesquelles la présence de ces espèces est avérée, et sur lesquelles il y a des interdictions de piégeage, hein, puisqu'il s'agit d'espèces protégées. Mais ces interdictions ont pu être mises en place grâce aux données qu'on récolte au quotidien via nos différentes bases. Et puis derrière, dans ce petit outil, on va forcément essayer d'inciter tout le monde à continuer à contribuer, à partager. Et donc voilà, on a toujours un petit rappel, comme quoi voilà, ces données sont essentielles pour engager des actions de protection, mais aussi, comme je vous le disais, alerter, orienter et conseiller les politiques publiques, les politiques d'aménagement du territoire. Et donc voilà, toute donnée est bonne à prendre, et on verra même par la suite que des données, si elles ne sont pas renouvelées, malheureusement, elles finissent par avoir une date de péremption, on peut dire. Et donc, bah voilà, une fois qu'on a amélioré la connaissance, qu'on a commencé à la diffuser via des publications, on va aussi faire donc ce qu'on appelle du porté à connaissance auprès de différentes instances. Là, par exemple, les nids de rapaces ou nids de cigognes, on va pouvoir, via des partenariats avec l'ONF, par exemple, faire du porté à connaissance pour que ce soit intégré et pris en compte dans les moyens enfin, les modes de gestion forestière derrière qu'ils mettent en place. Je sais aussi que sur le parc national de Forêt, les secteurs à sonneurs à ventre jaune, voilà, sont tous répertoriés et transmis, pour que justement au moment des travaux, il n'y ait pas en tout cas limiter la mortalité lors du passage des engins dans les ornières. Donc voilà, ça c'est des choses qui peuvent être faites. Un autre exemple de partenariat, c'est notamment tout ce qui va être lié au module complémentaire que vous transmettez lorsque vous transmettez une donnée. Dès qu'on va mettre du détail ou dès qu'on va remplir le module de mortalité et blessure, puisque nous, tous les cas de collision et d'électrocution sont vérifiés et transmis lorsque c'est le cas, par exemple à Enedis ou RTE, avec un conventionnement qui permet de mettre en place derrière des mesures, de, des mesures correctives sur ces zones et éviter que ça puisse se reproduire. Pareil pour tout ce qui va être noyade ou non-franchissement de secteurs, c'est des choses qu'on récolte et qui à terme peuvent nous permettre de mettre en place dans des zones accidentogènes des aménagements, des différents dispositifs, que ce soit des dispositifs anti-noyade, voilà, des banquettes via d'autres partenaires, des banquettes à loutre par exemple, pour faciliter les passages, sans qu'il y ait besoin de passer sur la route et de créer des zones de collision routière cette fois-ci. Un autre exemple typique, mais là, concret de ce qu'on va faire, voilà une carte de la ville de Dijon, avec toutes les observations de nidification certaines et probables d'espèces protégées. Donc je vous ai mis la liste à gauche, hein, qui ont été prises en compte, que ce soit les martinets, les hirondelles, les faucons, les rouges-queues, le moineau domestique et même le choucas des tours. Donc tous ont été cartographiés. Et via un travail de partenariat avec la ville de Dijon, on arrive à produire du coup derrière des cartes avec l'ensemble des bâtiments qui abritent ou qui ont au moins abrité une fois de la nidification d'espèces protégées.
Et derrière, on utilise cette carte avec leur service instructeur pour alerter les personnes qui vont mener des travaux de rénovation, par exemple sur du bâtiment, et donc les alerter du fait qu'il y a des espèces protégées, qu'on ne fait pas n'importe quoi, et que derrière, ils ont des mesures à prendre, des dérogations à demander pour pouvoir poursuivre les travaux en prenant en compte la biodiversité, et donc là en particulier les oiseaux. Et donc ça nous permet en tout cas d'avoir une porte d'entrée sur les autres espèces protégées aussi. Un autre point, ça va être cette fois-ci la lutte contre les projets défavorables à la biodiversité. Donc c'est vrai que la LPO est favorable aux aménagements des énergies renouvelables tant qu'elles elles ne vont pas à l'encontre de la biodiversité. Et donc là, par exemple, tout à droite, hein, on avait le cas d'une collision d'un cadavre d'oiseau, donc là, à Milan, au pied d'une éolienne. Donc là, on était sur un projet défavorable. On peut avoir un avis consultatif avant projet, avec là, je vous ai mis un exemple de carte avec toutes les données extraites de la base dont vos données sur le pourtour de l'implantation du projet pour se rendre compte des espèces présentes et les prendre correctement dans les différents dossiers qui peuvent monter. Et puis après, le groupe juridique, si les dossiers passent en étant problématiques, on a des leviers aussi pour aller à l'encontre des projets qui seraient complètement défavorables. Euh, et puis après, l'autre lutte contre les projets défavorables, ça va être tout ce qui est destruction d'habitats d'espèces protégées. Donc que ce soit des mares, des murgées, donc là comme ces murs en pierre qui sont des habitats pour bien des espèces, hein, que ce soit des insectes, des amphibiens, des reptiles, voire certains mammifères aussi. Et puis l'arrachage de haies. Donc là, je vous ai mis à gauche une petite carte avec les emprises en fait de haies et de bosquets qui avaient été arrachées en rouge, arrachées ou détruits. Et puis les données qu'on vient calquer par-dessus dans un rayon plus ou moins grand en fonction des projets et du milieu. Et ça nous permet d'appuyer les services de l'État, dont l'OFB, dans les dépôts de plainte pour destruction d'habitats d'espèces protégées. Et puis plus on a d'informations sur les espèces présentes, plus on a de poids auprès des instances pour derrière avoir une reconstruction du milieu à l'identique pour justement que les espèces n'en pâtissent pas. Un autre gros travail là qu'on a mené il y a 2 ans maintenant, c'est toute une cartographie sur la migration et les noyaux de population du Milan royal. Donc là, le point de départ, c'était de partir de toutes les données opportunistes, donc toutes vos données transmises quotidiennement. Donc on l'a pris que sur les 10 dernières années, puisqu'en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, que ce soit aussi bien pour les projets dont je parlais précédemment, hein, la destruction d'habitats d'espèces protégées, les projets éoliens, ou alors ces projets-là, les données au-delà de 10 ans pour la justice sont considérées comme obsolètes puisqu'on considère que si une espèce n'a pas été réobservée dans les 10 dernières années, c'est qu'elle est probablement plus présente. Et donc c'est là toute l'importance de régulièrement ressaisir même les espèces les plus communes ou des espèces qui nous semblent communes parce qu'on les voit très régulièrement, les remettre de temps en temps, au moins une fois par an, voire plus en fonction des comportements observés. Ça, c'est intéressant, et notamment d'aller le plus loin possible dans les comportements quand on a notamment de la reproduction qui est observée. Donc là, nous, on est parti donc, des données des 10 dernières années. Donc on a pris la migration prénuptiale, hein, donc au printemps, et la postnuptiale donc à l'automne. Donc voilà, plus de 33 000 données au printemps et puis 28 000 données à l'automne, qu'on a mis du coup sur une carte de la région. On a ensuite fait des calculs d'indices de précision et de pression d'observation pour justement éviter les secteurs qu'on peut voir dans certains coins du département sur lesquels on a peu d'observateurs ou des bases qui sont relativement récentes, donc peu d'historique des données. Et maintenant, dans ce cas-là, ça permet de corriger ce biais observateur
Suite à ça, on a recréé un autre modèle en ajoutant cette fois-ci en se basant sur les données télémétriques, donc c'est-à-dire toutes les données issues d'oiseaux balisés, donc notamment via le programme LIFE européen sur le Milan Royal, où il y a plus de 900 individus qui ont été balisés, équipés, et dont 722 sont passés par la BFC. Ce qui nous a permis de récolter un peu plus de 1700 trajectoires de migration qu'on a pu calquer sur cette carte-là. Et puis ensuite, on a ajouté dans ces différents modèles statistiques, ajouté différentes variables comme l'altitude, les pentes qu'on va retrouver sur les coteaux, par exemple, ou au milieu du massif jurassien. Et donc, en calculant ces différents modèles et en les combinant, on est passé du coup de cette carte brute de vos données à cette carte de présence en fait des espèces et des couloirs de migration qui se dessinent. Et donc, on voit un petit peu là tous les secteurs et puis des fois des traits. Bah là, c'est les trajectoires de migration réguliers du Milan, des Milans balisés. Et donc là, voilà, ça nous permet derrière d'avoir des vraies cartes de répartition et de venir appuyer les différentes études où, voilà, là, par exemple, trouver les secteurs les moins impactants, par exemple, pour implanter des projets éoliens pour le Milan Royal. On va éviter forcément toutes ces zones orangées, voire même les zones jaunes et plutôt aller sur des secteurs bleus. Bien évidemment, il faudra combiner ça avec l'ensemble des cartes des différentes espèces, mais voilà, en tout cas, ça permet d'avoir une meilleure prise en compte de la biodiversité dans les différents projets d'aménagement, par exemple. Et du coup, ça reste, on va dire, assez théorique, de la portée à connaissance, mais derrière, il y a pas toujours des actions qui sont menées, même si on en a déjà vu plusieurs. Et donc là, voilà, je voulais lister un petit peu les différentes actions dont je vous ai parlé juste avant. Donc, par exemple, cet APPB sur les îlots et les grèves. Donc qui a permis quand même d'avoir une zone de plus de 260 hectares de protégés. La fameuse histoire des couples de martinets noirs et de moineaux domestiques, justement, qui ont échappé à la mort puisque les travaux étaient en cours et eux étaient en train d'essayer de s'occuper des jeunes dans les nids et on isolait par l'extérieur par-dessus les nids parce qu'on n'avait pas connaissance de cet enjeu. La vipère, pareil, dont je vous ai parlé, qui a été prise en compte dans le projet d'extension d'une carrière grâce aux données qui avaient déjà été récoltées à proximité de cette zone. Les différents dispositifs amphibiens qui ont pu être mis en place grâce à ces données. Et puis, voilà, comme je disais tout à l'heure, de ne pas oublier notamment tout ce qui peut être sur la législation derrière et les interdictions de piégeage, par exemple, de certaines espèces, ou alors l'appui à l'argumentaire, par exemple, pour les ésodes, donc les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, qui sont renouvelés du coup tous les 3 ans et dont, en fonction de notre argumentaire, on se base sur les données qu'on a en notre possession et donc là, on se base vraiment sur toutes les données que vous nous transmettez. Et donc pour terminer, je voulais aussi élargir un petit peu, puisqu'effectivement, on le voit dans les noms ici, tout le monde n'est pas de Bourgogne-Franche-Comté. Et du coup, qu'est-ce qui peut être fait ailleurs? Et en fait, bah, vos données, une fois qu'elles rentrent dans la base, elles ne servent pas que localement, elles ne sont pas juste stockées, mais elles peuvent contribuer aussi plus largement. Et donc, notamment, tout à l'heure, on a vu, hein, il y a les différentes méthodes de transmission, d'observation, mais il y a notamment des grands programmes. Donc là, c'est les suivis vraiment protocolés, mais que ce soit les suivis wetland, les suivis stock, choc, époque, dont il y a déjà eu des apérophones sur ce sujet. L'Observatoire des rapaces diurnes, dont certains ont peut-être vu le webinaire il y a déjà une semaine. Et puis après, tout ce qui va être des enquêtes thématiques, comme par exemple la mission Hérisson. Et puis après, bah, tout ce qui va être Atlas des oiseaux nicheurs européens. Pareil, d'autres atlas de répartition. Donc là, les atlas nationaux, que ce soit sur les oiseaux, les mammifères, l'atlas des oiseaux nicheurs de France, et puis l'atlas hivernant aussi. Et toute cette liste-là, je la passe assez vite en revue parce que ça fait un petit peu catalogue, mais vous pouvez la retrouver. Il y a une page dédiée sur Faune France
qui existent avec justement à quoi peuvent servir vos données et tout est expliqué ici. Il y a tout ce qui est protection de la nature, j'en ai pas parlé, mais ça va être l'utilisation de vos données dans les plans nationaux d'action en faveur des espèces patrimoniales, voilà, certainement les plus menacées, avec par exemple les grands rapaces ou le vison d'Europe. Il peut y avoir de l'aide, de l'appui à l'argumentaire lors des définitions de périodes de chasse aussi, où on va pouvoir argumenter, de dire bah, effectivement non, vous avez peut-être entendu parler récemment de la chasse à la bécassine, où bah, les données permettent en fait de simplement montrer que bah, non, il y a encore de la reproduction au début de la période de chasse, les nicheurs sont pas tous partis, du coup on peut avoir un argumentaire pour décaler ces périodes pour coller à la réglementation en vigueur. Les données peuvent aussi être transmises et utilisées dans des cadres de recherche, de thèse. Donc voilà, toutes ces choses-là, quand on a des demandes de données, elles sont toutes étudiées, évaluées et passent notamment par validation du comité de pilotage. Donc en fonction des données demandées, soit ça va être le comité de pilotage régional, soit ce sera le comité de pilotage national. Mais voilà, on a une grille de décision pour pas faire n'importe quoi et ne pas transmettre vos observations dans n'importe quel cadre. Et puis la dernière chose, ça sera la connaissance du patrimoine naturel. Donc là, ça va être notamment pour tout ce qui est directive oiseaux, habitat, l'utilisation dans la classification de la détermination en tout cas de zones Natura 2000 ou de zones SNIEF. Voilà, toutes des mesures, des zones de protection derrière qui peuvent être mises en place et donc pour lesquelles les données sont utilisées. Et puis, bah, toutes nos données sont transmises annuellement à ce qu'on appelle le SINP. Vous avez peut-être déjà entendu parler, mais qui est donc le système d'information sur la nature et les paysages, et qui, eux, vont donc collecter et garder toutes les données de chaque région. Et il y a la même chose au niveau national, où les données sont stockées et peuvent justement derrière être réutilisées pour d'autres projets. Et donc, bah, vous l'aurez compris, une donnée, elle fait du chemin. Et quand vous saisissez une observation, voilà, c'est une fois que vous avez cliqué sur le petit bouton synchroniser, ça s'arrête pas là. Puis c'est pas parce qu'elle est utilisée dans un cadre qu'elle peut pas l'être à nouveau. Et donc, vous alimentez ainsi un très grand réseau au service de la biodiversité. Et donc, bah, merci pour toutes les données que vous transmettez et en espérant que vous en transmettrez encore longtemps pour nous aider dans nos actions quotidiennes.